Donc bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette dernière discussion de la 3e édition des Peuples veulent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de féminisme international, et plus précisément de comment les mouvements féministes se répondent, se soutiennent, s'inspirent mutuellement et se projettent par-delà les frontières de leur contexte de lutte. On prépare cette discussion depuis plusieurs semaines avec Nour, et on devait la présenter ensemble. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Mais je souhaitais vraiment la remercier pour tout ce travail et tout ce qu'elle a fait pour cet événement. Elle a fait un travail extraordinaire. Et merci beaucoup. Pour commencer, on aimerait présenter la Syrian Feminist Society, la société féministe syrienne. Elles n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Montreuil, car si elles viennent en Europe, après, elles ne peuvent pas revenir en Syrie. Mais la Syrian Feminist Society, ce sont des militantes syriennes engagées pour une participation plus juste des femmes dans la prise des décisions locales et nationales en Syrie, à tous les niveaux, dans les zones hors du contrôle du régime de Bachar el-Assad, les zones rebelles. Le collectif s'est formé en 2018, dans une ville de l'ouest de la région d'Alep. Elles répondent, dans l'enregistrement qui va suivre, à la première question de cette discussion, qui est, à partir de l'exemple du contexte féministe syrien, comment la solidarité et l'organisation entre les militantes féministes de plusieurs pays peuvent représenter un horizon révolutionnaire. Et c'est Sarah qui fera la traduction en simultané. Merci beaucoup, Sarah. كنساء نخلق تضامن بين مناخ الناشطات النسويات بسوريا وحول العالم. Concernant la question sur la solidarité féministe entre les femmes en Syrie et dans le monde entier, فأنا بشوف كتير منيح إنه يكون في نحن عندنا ميثاق. هذا الميثاق يكون هو أداة أساسية بيلزم جميع الأطراف وبيلزم جميع النسويات. Je considère qu'on a besoin d'avoir une charte commune entre toutes les femmes qui sera un outil essentiel pour engager les gens, engager les acteurs et actrices et les féministes. ليس من باب الإلزام لكن من باب التنظيم بالعمل لحتى يكون هو يعتبروا الكثيرين هو آلية محاسبة خلينا نقول أو آلية مساعدة للتنظيم النسوي. C'est pas tellement pour forcer ou engager les gens à travers cette charte, mais plutôt essayer de s'organiser et essayer à travers cette charte de responsabiliser et d'avoir droit à des peines justes pour la lutte féministe. كمان كتير منيح إنه يكون في دائما يكون هو مترجم على جميع المستويات ومتاح للجميع. Et c'est important qu'il soit traduit et accessible à tout le monde. ويكون في دائما جلسات بين جميع النسويات والناشطات العاملات بالتمكين النسوي والنسائي للنساء. Et qu'il y a des rencontres permanentes entre femmes et féministes. لحتى يكون في هذا الانفتاح وهذا التبادل الآراء والخبرات بين الجميع. Pour permettre l'échange des expériences et des opinions entre tout le monde. كمان كتير منيح يكون في نحن هلا أنا بعتبر عندي دائما مرجع إنه نحن كنسويات في عنا إلهام أو خليني أقول في عنا طريق مفتوح هو بالبداية كان فتح أمامنا من قبل خليني أقول جداتنا النسويات السابقات. Personnellement, je considère que nous, actuellement, en tant que femmes et féministes, on a une sorte d'inspiration, une voie qui a été offerte par nos ancêtres féministes. كانوا عم يطالبوا بحقوق النساء بجميع المناطق، فخليني أقول نحن بنعتبره مرجع لنا كنسويات جميع. Ces féministes qui revendiquaient les droits des femmes partout dans le monde. Et c'est cette voie que, pour moi, c'est une référence pour toutes les féministes actuelles. هلا كمان في عنا نحن هون مفهوم هو النظام خليني أقول بيقولوا عنه دائما هو النظام الأبوي
أنا بلاقي إنه هذا ليس النظام الأبوي فقط، هو النظام خليني أقول الاستبدادي أو الاستغلالي. Il y a ici aussi, je crois qu'elle parle du contexte syrien, il y a le système patriarcal, et moi je crois que le système patriarcal n'est pas le seul système de domination et d'exploitation. هذا النظام في مجموعة أنظمة هي تعتبر أنظمة أنا بنظري هي مساندة لهذا النظام، الأنظمة القمعية، الأنظمة الاستغلالية، كثير من الأنظمة اللي هي بتدعم النظام الأبوي وبتزيد من فعاليته وبتزيد من خليني أقول من تأصله بوجوده أو تأصل استخدامه أو فرضه بهذا المجتمع. Il y a également d'autres systèmes de domination, des systèmes autoritaires qui renforcent ce système patriarcal et ils renforcent son enracinement dans la société. أنا بنظري دائما لازم يكون في عنا مجموعة أخلاقيات خليني أقول أو مبادئ تكون معتمدة مثل ما ذكرت بالبداية بالميثاق اللي نحن لازم نشتغل عليه جميعا. À mes yeux, il faut qu'on ait une sorte d'éthique et des principes qui seront mobilisés dans la charte qui est mentionnée auparavant. مثلا نحن لازم دائما يكون في عنا مثلا شيء سامي جدا إنه حق المرأة هو غاية كتير كبيرة، هي غير قابلة للتجزئة، غير قابلة للتصرف أبدا. خليني أقول حق كل النساء في الوصول لسبل معيشية مستدامة عادلة بتوفر للنساء الظروف الطبيعية، يعني حقوقهم الاجتماعية، حقوقهم الرعاية الصحية، وهي المواضيع كلياتها كتير مهم. Il faut avoir dans ces principes, par exemple, les droits des femmes, elles ne doivent pas être indivisibles. Il faut que les femmes elles ont droit à des conditions de vie normales, des conditions de vie au niveau sociétal, au niveau de la santé. عندها حرية اختيار، استقلال ما يتعلق خليني نقول بسلامته النفسية، سلامته الجسدية، صحته الإنجابية، الميولة خليني نقول اختيار الزوج. Et il faut qu'elle a une certaine autonomie, une indépendance quelque part dans ses choix de vie, dans ses attirances, même dans son bien-être au niveau de son corps ou au niveau de son je ne sais pas comment dire, mais la période après l'accouchement. هون كتير يكون منيح إنه نحن نتعامل بطريقة شوي حادة مع خطاب الكراهية أو خليني أقول الخطابات الأبوية الموجهة للنساء، إنه يكون في دائما مدافعات مشتركة بين جميع النسويات أو تضامنات مشتركة لحتى أنهم يكونوا عم يطالعوا أو عم يصدروا ذات الفكرة إنه نحن كلياتنا عم ندافع عن حق سامي وحق المرأة. Il faut qu'on soit très sévère avec ces discours de haine et ces discours patriarcaux et c'est justement en réunissant les femmes pour qu'elles luttent pour des principes communs et pour qu'elles puissent de façon commune avoir leurs droits. نحن لازم كمان خاطر على بالي كتير إنه يكون في عنا حملات حشد ومناصرة مشتركة، يكون في عنا مواثيق مشتركة، يكون في عنا جلسات مشتركة، مشاريع مشتركة على جميع دول العالم. Il faut avoir des rencontres, enfin il faut avoir des projets communs, des rencontres, de soutien entre toutes les femmes dans le monde entier. صدى مشترك مثل ما ذكرت، منتديات مشتركة، مؤتمرات مشتركة، يكون مثلا نحن عنا مثلا نظام انه ممارسة العنف وتحقيق وجود مجتمعات غير معنفة. كثير افكار صراحة خاطرة ببالي ما بعرف
Il faut arriver à des sociétés qui ne sont pas discriminées, des sociétés sont sociétés quelque part idéalistes. Merci beaucoup Sarah, et merci à la Syrian Feminist Society pour cet enregistrement. Avant de poursuivre, on souhaitait revenir un peu sur l'idée même de cette discussion sur l'international féministe. Et on a vu, en fait, ces dernières années, à quel point les féminismes dans le monde, provenant fortement du Sud global, portaient en eux une force de mobilisation immense. À quel point du Chili au Liban, en passant par le Rojava, les revendications féministes se répondaient. Mais on se demandait comment ces liens vont au-delà d'une simple résonance. Quels liens, quels réseaux existent déjà et pourraient être approfondis entre ces luttes? Et pour reprendre le terme de la camarade argentine Véronica Gago, quel présent et quel futur pour la puissance féministe transfrontalière? Maintenant, j'aimerais vous présenter les participantes à cette discussion. Donc, on reçoit ici Arya Thomas, qui, en plus d'être militante à Delhi, en Inde, a participé à des mouvements pour la justice autour des inégalités de genre. Elle est rédactrice d'un bulletin d'information trimestriel des travailleuses du nom de Nareke Batte Kadam, les pas en avant des femmes, diffusé dans 4 États indophones. Elle s'organise également avec les travailleuses domestiques, qui sont souvent des travailleuses migrantes, dans la ville de Delhi, dans le cadre de l'union Sangrami Garelu Kamgar, le syndicat des travailleuses domestiques en difficulté, présent dans 3 États. On reçoit aussi Soma Rostampour, qui est une étudiante kurde iranienne exilée et une militante féministe. Sa thèse s'intitule « Les changements de la société patriarcale à l'épreuve de l'engagement féminin » et aborde la place des femmes dans les organisations politiques kurdes. Elle milite en France avec d'autres militants et militantes iraniens et iraniennes dans le collectif 98 qui s'est formé en 2019 au moment des grandes révoltes en Iran contre le régime et contre la crise économique. On reçoit aussi Andrea Salazar, qui est une militante féministe chilienne au sein de la Coordinadora 8M au Chili, donc la Coordinadora 8 de Marzo, donc coordination du 8 mars, créée en 2018, et dans ses propres termes, un espace qui vise à faire du féminisme une perspective et une action politique transversale des mouvements sociaux. La Coordinadora a été très active au sein de la révolte de 2019 et au sein du processus constitutionnel actuel au Chili. Rula Srayer est une syndicaliste professionnelle, féministe queer et romancière primée. D'origine tunisienne, elle s'organise avec les communautés de migrants depuis plus de 10 ans au Liban, dans une perspective transnationale. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parce que sa demande de visa a été rejetée, malgré les nombreuses lettres de soutien qui ont été envoyées à l'ambassade. Et elle a répondu en avance à une des questions de la discussion, que nous allons vous lire en temps venu. Et enfin, on reçoit Louise des Bombes Atomiques. Les Bombes Atomiques est un collectif féministe et antinucléaire qui s'est créé en 2019 en mixité choisie, sans Mexis, à Bure, dans la Meuse, en France. Là où l'État français a décidé d'enfouir les déchets nucléaires les plus hautement radioactifs. Dans leurs propres termes, les Bombes Atomiques souhaitent ensemble démonter le mythe d'une prétendue énergie propre et s'élever contre un système capitaliste et patriarcal qui a créé et dirige cette industrie mortifère. Merci à vous d'être là, et enfin je tenais aussi à remercier chaleureusement Callisto, Anouk, Leila et Juliette, et Mathieu, et Pablo, et Pierre, et toutes les personnes qui ont mené les traductions ce week-end et toute la semaine pour les peuples veulent. On peut les applaudir, vraiment, c'est pas facile. C'est super chouette. Donc, je crois qu'on peut commencer. Donc, pour commencer, nous savons, ou en tout cas on peut imaginer à quel point les mouvements féministes sont pluriels, rien qu'en tant que la pluralité des contextes que l'on peut avoir autour de ces tables, des contextes de lutte, mais aussi, on imagine, au sein de chaque contexte, au sein de chaque région ou contexte de lutte, on retrouve une multiplicité d'expériences, de revendications, de modes d'action. En nous rappelant un peu les contextes des mouvements féministes dans lesquels vous militez, comment faire pour coordonner cette multiplicité d'expériences
de stratégie au sein d'une même lutte transfrontalière. Si Andrea, ¿quieres empezar? Hola a todas, todes, todos. Primero decirles que la Coordinadora Feminista 8 de marzo nace precisamente al calor de las luchas feministas internacionales, entonces para nosotras es en verdad un placer poder estar acá con ustedes. Bonjour à toutes, à tous, à toutes. Je suis très contente d'être ici parce que la coordination féministe du 8 mars n'est justement dans un contexte d'évolution de la internationaliste et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être ici. Creo que primero para poder responder la pregunta sobre cómo nos coordinamos es importante preguntarnos cuáles son estos feminismos que vamos a coordinar. C'est important pour se poser la question de comment on arrive à nous organiser en coordination, à nous coordonner entre nous, de savoir quels sont ces féminismes que nous allons chercher à coordonner. Y nosotras como coordinadoras hemos ido construyendo un marco político, hemos ido construyendo principios desde los que nos situamos. Et nous, comme coordination féministe du 8 mars au Chili, nous avons justement construit un cadre politique et un programme politique qui nous permet de nous situer. Creemos que es relevante señalar que nos situamos desde un feminismo primero anticapitalista, nos reconocemos en las grandes luchas revolucionarias del siglo XX, pero criticando también lo limitado que fueron sus horizontes emancipatorios. Tout d'abord, il est important de souligner que nous nous situons depuis un féminisme anticapitaliste et nous nous reconnaissons dans toutes les luttes qui ont eu lieu pour l'émancipation depuis le XXe siècle, mais nous comprenons également les limitations qu'ont eues ces luttes et ces mouvements d'émancipation. Creemos que cobra más relevancia aún el pensar en esos horizontes emancipatorios frente a la crisis climática, la crisis por la reproducción de la vida, el avance de los fascismos y de las violencias patriarcales y coloniales. Et nous croyons qu'il faut réfléchir à ces mouvements d'émancipation, également en considérant la crise climatique, l'avancée des fascismes, les violences patriarcales. Y por eso es que también para nosotras es muy importante declararnos como antirracistas y anticoloniales. Et c'est pour ça que pour nous, il est très important que nous nous déclarions également d'un féminisme anticolonial et antiraciste. Muchos anti. Il y a beaucoup de anti dans cette description. Y también hemos marcado un límite muy claro, y es importante para nosotras decir esto, creemos que es una discusión que se está dando. Hemos trazado la línea con los feminismos transodiantes y no queremos tener articulación con ese tipo de espacios. Et nous avons également tracé une ligne très claire qui est pour nous très importante, de ne pas vouloir entrer en relation nous articuler avec les féminismes transphobes. Creemos que hay dos características muy importantes del feminismo a nivel internacional, que son su masividad y su radicalidad. Nous croyons qu'il y a deux caractéristiques très importantes des féminismes au niveau international, qui sont tout d'abord leur massivité et leur radicalité. En general se ha entendido desde los movimientos populares, desde las izquierdas, que son dos características que no pueden ir juntas o que son inversamente proporcionales. Et généralement, il y a eu cette compréhension dans les mouvements de gauche que ces deux caractéristiques, la massivité et la radicalité, s'opposaient, n'allaient pas forcément ensemble et qu'elles étaient peut-être même diamétralement opposées ou proportionnelles. Quisiera primero hablar sobre la masividad. Creo que es más o menos evidente para todos el carácter masivo de las luchas feministas internacionales y quería poner un ejemplo concreto. Je vais commencer par parler de la massivité des mouvements féministes. Il est peut-être évident pour toutes, tous, cette massivité est peut-être évidente, mais je vais commencer par donner un exemple. Un ejemplo también que demuestra que no son solamente hechos espontáneos, sino que para llegar a esa masividad se requiere de procesos largos, se requiere de trabajo cotidiano y constante. Et c'est un exemple qui montre également que pour réussir cette massivité,
des féminismes, ce n'est pas un résultat spontané, c'est un résultat qu'on travaille, c'est un processus de longue haleine que nous travaillons et que nous intentionnons. El proceso de huelga general feminista que llevamos a cabo en Chile nos permitió, por un lado, tener una de las movilizaciones más convocantes en el Chile post-dictadura. Es una de las marchas más grandes que sacó cerca de 2 millones de mujeres y disidencias a la calle. La grève générale féministe que nous avons levée au Chili, que nous avons levée, construite et menée, justement est un processus très long qui a permis la mobilisation la plus grande depuis la dictature, avec par exemple une manifestation de plus de 2 millions de femmes et de personnes des dissidences de sexualité et de genre qui étaient dans la rue. Y hay que señalar que en Santiago viven 8 millones de personas, entonces que salgan 2 millones de personas a la calle es mucho. Et à Santiago, la capitale du Chili, vivent 8 millions de personnes, donc qu'on réussisse à mobiliser 2 millions de personnes dans les rues, c'est énorme. Y bueno, la masividad también nos enfrenta a ciertos peligros que creo que hasta ahora los hemos sorteado bien. Et cette dimension massive ouvre également, ça nous expose également à certains dangers qui, pour l'instant, nous avons réussi à y faire face. Porque desde el poder, desde el capitalismo, desde el patriarcado intentan cooptar nuestras luchas y, digamos, tratar de darnos respuesta a ellas desde su lógica neoliberal. Parce que depuis le pouvoir, depuis les institutions, depuis les partis, il y a des tentatives de cooptation de nos luttes pour leur donner des expressions et des solutions néolibérales. Un ejemplo de ello es que luego de las movilizaciones del Mayo Feminista en Chile el año 2018, Piñera nos responde con una agenda mujer, una agenda que por supuesto no era más que profundización neoliberal. Un exemple de cela, c'est que suite à une grande mobilisation à la vague féministe de mai 2018 au Chili, le gouvernement et Sébastien Piñera, le président du Chili, a répondu avec un agenda qu'il a appelé l'agenda des femmes, qui était en fait une profondisation des mesures néolibérales. Una de sus medidas, por ejemplo, era consolidar el teletrabajo para que las mujeres pudiesen conciliar el trabajo doméstico con el trabajo, o sea, el trabajo asalariado con el trabajo de cuidado. Par exemple, une des mesures de cet agenda de Piñera, c'était mettre en place plus de télétravail pour que justement les femmes puissent concilier leur travail rémunéré et leur travail de reproduction de la vie. Y por eso es importante también la relación de la masividad con la radicalidad. Et c'est pour ça que c'est si important ce rapport entre la massivité et la radicalité. Y para nosotras, al menos en Abya Yala, en nuestro continente, la historia del feminismo ha sido la historia también de la radicalidad. Et pour nous, à Abya Yala, dans notre continent, dans nos territoires, l'histoire du féminisme a été une histoire de la radicalité. Hemos dicho que estamos en contra de la precarización de la vida, del despojo. Nous avons dit que nous étions contre la précarisation de la vie et les dépouillements. La violencia contra nuestros cuerpos y territorios. Contre la violence envers nos corps et nos territoires. Que en un momento de militarización y también de intensificación del extractivismo. Dans un contexte d'augmentation de la militarisation et d'intensification de la production extractiviste de la nature. Muy importante señalar que las violencias tienen o son expresión de la alianza entre el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Il est très important dans ce contexte signaler et manifester que ces violences sont l'expression de l'alliance du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat. Ahora, ¿cómo pensamos en un feminismo entonces internacionalista, transfronterizo desde este momento político? Et alors, comment, à partir de ce moment politique, comment penser à un féminisme justement transfrontière, à un féminisme internationaliste?
Nosotros hemos dicho que el feminismo constantemente cuestiona las fronteras, todo tipo de fronteras. Nous avons dit que le féminisme questionne toujours les frontières, toutes les frontières, tout type de frontières. Las fronteras entre lo público y lo privado, las fronteras a los cuerpos, a las identidades, también las fronteras impuestas por los Estados-naciones. Par exemple, les frontières entre ce qui est public et ce qui est privé, les frontières entre les corps et les identités et les corps, mais également les frontières qui nous sont imposées par les États. Creemos en ese sentido que hay que desordenar la geografía, desordenar las fronteras y construir desde nuestros cuerpos y territorios nuevas formas de organizarnos también. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il faut justement désordonner ces géographies, désordonner ces frontières et construire à partir de nos corps et de nos expériences de nouvelles formes d'organisation, de lutte. Y quizás luego voy a poder ahondar un poco más, pero para nosotras fue muy importante en el momento de revuelta construir un espacio transfronterizo para poder contar desde nuestra propia voz, desde nuestra perspectiva feminista, qué era lo que estaba pasando en Chile. Et bon, je pourrais revenir après plus profondément ou revenir sur ces points, mais c'est une expérience que je voudrais partager, qui était importante pour nous. C'est pendant la révolte au Chili en 2019, quand nous avons construit Transfronterizas, donc un espace pour pouvoir raconter de nous-mêmes, par nos récits, nos paroles, les expériences que nous étions en train de vivre dans la révolte. Era importante para nosotras que lo que estaba pasando no estuviese mediado por los grandes medios de comunicación, pero que tampoco hubiese mediaciones patriarcales, y en ese sentido que nuestras compañeras de otros países pudieran escucharnos a nosotras, nuestras lecturas, nuestras vivencias de lo que estaba pasando. C'était très important pour nous que le récit de ce qui était en train d'avoir lieu au Chili ne passe pas par les médias dominants, mais ne passe pas non plus par des canaux patriarcaux qui invisibilisent nos actions, et pouvoir parler à partir de nos propres voix, de nos propres récits, et pouvoir partager ces récits à nos camarades dans le monde entier. Y ahí creemos que es importante también no solamente compartir experiencias, que después me voy a referir a eso, creo que es muy importante compartir experiencias, pero que también es relevante que podamos ir haciendo desde una perspectiva feminista análisis globales, que podamos ir haciendo diagnósticos conjuntos, y a partir de esos diagnósticos podamos también articularnos para la lucha. Et je pense que c'est important de ne pas rester uniquement dans le partage d'expérience. Bon, évidemment, le partage d'expérience est très important et très nécessaire, mais il est important également que nous puissions construire des analyses globaux, des éléments de diagnostic et d'analyse de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir construire également à partir de ces analyses nos luttes. Si tu souhaites poursuivre, Soma ou Alia, oui, est-ce que tu souhaites? Thank you so much for having me here, and I'm really happy to be with you all. And especially, I don't know what to say, especially after I'm sitting with comrades from Chile and Rojava. Our experiences are significant, but the scale of their struggles have always been very inspiring. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici et puis d'être à côté de vous, de ces camarades du Chili et du Rojava. Vos luttes sont une grande inspiration. To talk about women's movement and feminist struggles in India, I think I just want to say 2 sentences about what India is. I think France would be one state in India, and India has 29 states and some union territories. So just to say that it is a big country, and coordinating different actions or locations is of these different experiences is a task in itself.
Pour commencer et pour vous parler de ce qui se passe en Inde, j'aimerais d'abord dire une chose, c'est que la France correspondrait à un seul État en Inde. En Inde, nous avons 29 États. Donc coordonner nos luttes est une vraie question pour nous. There is a context of struggle in each state or each region, and these are all highly expanded in terms of identities, the number of languages, and the number of communities that exist. Il y a des luttes très différentes dans chaque région et elles dépendent beaucoup des langues, des religions et des communautés et des identités. In India, we have sort of drawn our history of the women's movement through a series of waves that we understand that has marked as epochs that have given relevance to the women's question, as we call it. Notre mouvement en Inde s'est organisé autour de différentes vagues et différentes époques qui ont organisé nos luttes. Yeah, so this is the anti-colonial struggle. This is the struggles for institutional reforms. This is also a lot of mass street actions against patriarchal violence. La lutte anticoloniale autour de la réforme institutionnelle. Oui, a amené beaucoup de gens dans les rues contre les violences patriarcales. I'm sorry, Slow down. Just a shorter answer. Sorry. Okay. Yeah. Thank you. So basically, just saying that I think the feminist struggles in India can be divided into three broad categories. Les luttes en Inde féministes peuvent être divisées en trois grandes catégories. Against patriarchal and sexual violence. Contre les violences patriarcales et sexuelles. For formal equality on the domain of work. Pour la lutte pour l'égalité sur la question du travail. And land rights. Et sur l'accès à la terre. As well as lastly against economic exploitation broadly in the context of globalization and the capitalist regime. Et contre l'exploitation des travailleurs et des travailleuses dans le contexte de la mondialisation et du capitalisme. In India, how it sort of happens is that there are national coordinations that coordinate between different regions as well as organizations, or like most places, there have been many flashpoints that have triggered waves of feminist struggles at a national plane. En Inde, on a différentes coordinations nationales qui s'organisent avec, qui sont à différentes régions. I am sorry. I'm also a bit tired, so I'm going to concentrate. But just saying that there has been different, there are coordinations and organizations, or just flashpoints of events. Say. Okay. Il y a différents espaces où des personnes se mobilisent en Inde. Des flashpoints. Like, I think most of you might be familiar with the 2012 anti-rape protests in India. Pour ceux et celles qui sont familiers avec les manifestations contre les violences sexuelles et de viol en 2012 en Inde. In the 1980s, it was the protests against dowry as well as sati. Dans les années 80, c'était des révoltes contre dowry et sati. Dowry, c'est le système de la dot. D'accord, ok, merci. Là, c'est le système de la dot. So there has been an emergence of many autonomous women's organizations. Il y a eu l'apparition de beaucoup de mouvements féministes à ce moment-là. As well as a lot of independent organizing within, say, trade unions. Et de différents mouvements à l'intérieur des syndicats. And revolutionary organizations. Et des organisations révolutionnaires. In India, the feminist movement has also dealt with different axes of oppression. En Inde, le mouvement féministe se confronte à différents axes d'oppression. While on the one plane we get united at all India plane, or even regional solidarities exist, say, with feminists in Pakistan and Bangladesh. On retrouve de la solidarité entre le Bangladesh et le Pakistan. Questions of caste. La question de la caste. Questions of minority oppression and violence. La question des violences et des oppressions contre les minorités. And indigenous women's struggles. Et la lutte pour les femmes indigènes. Has seen independent organizing and assertion
freshly in the last couple of years. A vu l'apparition de mouvements dans les dernières années autour de ces questions-là. So, for example, there has been a resurgence, and these movements have contributed to making the relevance of this oppressed identity within the feminist struggle. L'apparition de ces mouvements a permis de rendre visibles ces luttes et ces oppressions dans le mouvement féministe. Challenge internal patriarchy within these communities. Et de remettre en cause le patriarcat dans la société. As well as challenge the hegemony of, say, upper caste or upper class women in the women's movement. Et remettre en cause l'hégémonie des castes hautes dans ces mouvements. I think I want to refer to two examples. J'aimerais faire référence à deux exemples. One was the citizenship protest of 2020. Le mouvement sur la question de la citoyenneté. Where the entire country came under the leadership of Muslim women. Où the entire country came under the leadership of Muslim women who organized sit-ins around the country. Où le pays en entier s'est retrouvé sous le leadership, mais de femmes musulmanes qui se sont mobilisées. Recently, there has also been, I think, the many kinds of radical feminism here. Revolutionary feminism has also contributed to a resurgence of subaltern history and historiography within the feminist movement. Les mouvements récents ont permis aussi de remettre au goût du jour les mouvements subalternes en Inde. So earlier we had very liberal feminist figures who spoke about women's education. Au début, on avait des femmes libérales qui parlaient de la question de l'éducation des femmes. Now we have figures like Savitribai Phule. Maintenant, on a des femmes comme and Fatima Sheikh, who were the first women to set up schools for intercaste children in 1848. Qui ont mis en place des écoles pour toutes les castes en 1948. These are people who also organized a barber strike. Des grèves pour because the caste system is so oppressive, it doesn't allow for intercaste marriages. Parce que le système de caste est tellement rigide qu'il permet pas les mariages entre castes. And we had a system in Hinduism whereby widows are not allowed to marry again. Et dans la religion hindoue, les veuves ne sont pas autorisées à se remarier. So in 19th century, we had these figures, these radical subaltern figures who organized strikes against these systems of oppression. Et donc au 19e siècle, il y a eu ces femmes qui se sont mobilisées autour de ces questions-là. I think by now there has been a sort of consensus that these organizations or locations should not be seen as fracturing the larger feminist struggle. Il y a aujourd'hui un consensus que toutes ces organisations ne devraient pas fracturer le mouvement féministe. But they only strengthen the diversity with which we can challenge patriarchal oppression. Mais elles permettent de renforcer nos luttes et notre manière de lutter contre le patriarcat. And the regimes and capitalism strategy of a specific kind of oppression on different people. Et la stratégie du régime et d'oppresser certains corps de manière différente. India currently is seeing a sort of neoliberal attack. Aujourd'hui, l'Inde voit une attaque néolibérale under a fascist regime. Sous un régime fasciste. And one of the challenges is that today feminism is a very important slogan that both these systems appropriate. Et un des challenges importants aujourd'hui, c'est que le féminisme est devenu un slogan important que ces deux mouvements, ces deux choses contre lesquelles on lutte, se réapproprient. Like for example,
the fascists sort of use feminism to spread hatred against minority communities. Par exemple, le fascisme utilise le féminisme pour renforcer ces discriminations à l'encontre des minorités. Just like maybe we know what happened in Afghanistan. It was the first feminist war. Comme on vient de voir en Afghanistan, c'était la première guerre féministe. Like a lot of feminists supported the Afghanistan war, saying that it might emancipate Muslim women in Afghanistan. Comme beaucoup ont supporté ou soutenu la guerre en Afghanistan pour soi-disant libérer les femmes. Yeah, so this kind of feminism sort of coexists in India where the fascist is able to appropriate it. Ce type de féminisme coexiste en Inde dont le fascisme s'empare. Along with a sort of liberal variant of feminism that sort of, say probably what Andrea was also trying to say, that talks about creating enclaves of freedom. Donc, cohabite avec donc, un féminisme libéral qui, comme l'a dit Andrea, voudrait faire un féminisme... Comment ? Des enclaves libérales. Des enclaves. Oui. Non, mais un féminisme qui crée des enclaves libérales et qui utilise le féminisme. Which is not sort of rooted in the social relations that is in India. Qui n'est pas ancré dans les relations sociales en Inde. I think lastly I want to say that feminist struggles and feminism as an ideology. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que le féminisme comme idéologie. We believe that feminism should be an ideology where the majority of the women can be free. Nous pensons que le féminisme est une idéologie qui dit que toutes les femmes devraient être libres. Yeah, so that can only happen with an anti-capitalist and anti-oppression stand. Et ça ne peut exister que avec une déclaration anticapitaliste. Est-ce que tu veux poursuivre ? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux camarades de la cantine syrienne pour cette super occasion de rencontre, surtout parmi les féministes internationalistes, qui est rare aussi, je pense, à Paris. Du coup, juste pour modifier un peu ce que Aria a dit, moi je viens pas de Rojava. Du coup, je suis kurde, mais iranien. Mais je suis très inspirée par la lutte des femmes kurdes et je travaille sur ce mouvement depuis des années. Et voilà, du coup, mon intervention ne sera pas sur Rojava et la lutte de Kurdistan, même si j'ai essayé de vous expliquer un peu comment la lutte féministe en Iran, et au moins une partie des féministes en Iran, ils sont inspirés par la lutte des femmes kurdes aussi et la lutte des femmes dans la région de Moyen-Orient de manière générale. Du coup, avant de commencer, juste parler un peu pour répondre à la question de Léon, je voulais juste dire que par hasard, aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire de la révolte populaire en Iran, qui a eu lieu en 2019, le même jour. Du coup, dans laquelle, dans quelques jours, moins qu'une semaine, on avait entre 1000 et 1500 morts, parmi beaucoup de femmes et la majorité issues de classes populaires. Voilà, du coup je voulais juste rappeler ça parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'anniversaire de la révolte. Et aussi pour commencer à dire pourquoi le mouvement féministe dans les pays comme l'Iran c'est un peu différent par exemple que Chili et d'autres pays. Du coup pour revenir sur ces différences et ces particularités, du coup sur l'aspect, on peut dire, plutôt global et international, je reviendrai après, mais je me concentre un peu sur les aspects locaux. Mais aussi plutôt qu'on réponde à la question pourquoi et comment il y a un mouvement, on peut dire, organisé et féministe, je veux dire pourquoi il n'y a pas un mouvement concret féminisme en Iran.
Du coup, l'Iran, c'est pas le seul cas, je pense. On a beaucoup de pays dans lesquels c'est compliqué de créer des mouvements indépendants féministes et ça pose autant de questions que la mobilisation des femmes dans certains pays de manière massive, comme en Chili. Pour ça aussi, je vais dire pourquoi dans les pays comme l'Iran, la lutte féministe elle est tellement associée aux autres luttes, aux autres combats, comme les travailleurs, comme les combats de syndicalistes, comme les combats de minorités ethniques, minorités religieuses et toutes les classes oppressées de la société. Du coup, on n'a pas vraiment une lutte féministe complètement isolée ou différente des autres causes. Et je voulais dire aussi que si je dis qu'il n'y a pas un mouvement féministe en Iran, autant je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de résistance dans le pays, bien sûr. Il y a beaucoup de résistance de la part des femmes. Et juste pour vous en parler un peu et vous donner une idée, du coup, j'ai essayé de donner vraiment une vision globale de qu'est-ce qui se passe dans le pays. Et après, je vais parler d'un phénomène qui montre clairement à quel point il y a la résistance. Et ce sont les prisonniers politiques, les femmes prisonniers politiques, parce que vraiment, c'est une catégorie qu'on ne voit pas dans tous les pays, mais en Iran, ça représente quand même la lutte féministe et la lutte des femmes dans le pays. Du coup, pour donner une image un peu globale, du coup, on a dans les pays de sud comme l'Iran, on est déjà confronté au sujet comme impérialisme et colonialisme, au semi-colonialisme, parce que par exemple l'Iran il n'était jamais colonialisé de manière directe, mais il était appliqué dans les conséquences et les faits de colonialisme. Et bien sûr, d'impérialisme de manière très forte. Je voudrais très bien revenir dans la prochaine question, de vous expliquer un peu de quoi il s'agit l'impérialisme dans les pays comme l'Iran. Mais sinon, de manière régionale, l'Iran il est dans une région très militarisée, comme vous savez. Du coup, toutes les luttes dans la région, elles sont d'un côté, elles sont de certaines manières, ils doivent répondre à la question de militarisation de la lutte armée et la lutte politique dans ce sens-là. Et les mouvements féministes en Iran et les mouvements kurdes parmi eux, ils ne sont pas isolés non plus et ils doivent répondre à ce genre de questions. Et sinon, dans le niveau national, du coup, le mouvement féministe, il n'est pas non plus homogène. Et il confronte quoi? Il confronte surtout un État dictature. Un État dictateur veut dire quoi? Veut dire que déjà l'État, il est intensivement sexiste, c'est-à-dire le sexisme, c'est ce qu'on appelle anti-femme, la vision anti-femme de l'État iranien, elle est complètement stabilisée par l'éducation, dans les lois, dans toutes les institutions de l'État depuis 40 ans. Et presque toutes les revendications, toutes les manifestations, tout type de protestation sont interdites. Vous pouvez arrêter aujourd'hui, le lendemain, pour une petite lettre, pour un petit texte critique, pour d'un sort de rassemblement de 10 personnes, qui peut être dangereux pour l'État, parce qu'ils sont en train d'organiser peut-être quelque chose. Et pour les solidarités internationales, pour les solidarités régionales avec Rojava, pour avoir les liens avec les féministes exilés, pour avoir les liens avec les féministes radicales, révolutionnaires dans la région, hors de région, pour vraiment les petits trucs que vous pouvez imaginer, vous pouvez arrêter ici le lendemain. Et justement, pour la même raison, on a énormément de prisonniers politiques en Iran par rapport à certains pays. Bon, la Turquie, c'est un peu exceptionnel parce que le chiffre des prisonniers politiques en Turquie depuis quelques années, là, c'est vraiment un niveau et surtout, ce sont la majorité, plus de 60%, ce sont les Turcs qui sont les prisonniers politiques, qui représentent les prisonniers politiques en Turquie. Bon, en Iran, c'est à peu près la même chose, mais les chiffres, ils sont différents parce que c'est deux systèmes politiques différents. Bon, et le mouvement féministe, c'est pas du tout la même chose qu'en Turquie non plus. Mais pour l'Iran, du coup, je peux résumer les trois groupes qui représentent un peu le mouvement, la lutte hétérogène des femmes en Iran. Du coup, on a une partie des féministes libérales qui sont
aujourd'hui qui sont très forts aussi parce qu'ils ont un grand lobby avec les pays impérialistes, surtout les États-Unis. Ils ont un grand argent dans la main et ils ont des grands médias aussi. Du coup, il y a des millions de personnes qui suivent leurs médias chaque jour, du coup, qui est inspiré malheureusement par ce féminisme libéral. J'en reviens dans la prochaine question, pourquoi ça devient hégémonique ce type de féminisme libéral dans un pays comme l'Iran. Et du coup, on a la deuxième groupe, du coup c'est à peu près les féministes, on peut dire réformistes. Ils étaient très forts pour au moins, on peut dire 20 ans, 30 ans. Et là, ça a changé depuis 10 ans à peu près parce que la société elle est radicalisée avec la crise économique, politique, tout ça. Et ça a changé un peu, ça a équilibré aujourd'hui, mais pour longtemps, elle était vraiment très forte, les féministes réformistes, qui partagent certains pouvoirs avec l'État iranien, pas avec le guide suprême, pas avec la dictature, avec l'État, qui est moins fort que le guide suprême. Le guide suprême, c'est quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans, si vous ne savez pas, qui fait toutes les décisions politiques principales dans le pays. Du coup, l'État, on l'appelle l'État parallèle, qui est plus fort que l'État, que le vrai État en Iran. Du coup, il y a ce type de féminisme et il est concentré surtout sur les changements des lois islamistes. J'insiste, les lois islamistes. C'est-à-dire que vraiment tout est mis dans les lois. Aujourd'hui, là, depuis quelques jours, ils ont même en train de passer une loi selon laquelle les femmes, la maternité obligatoire est en train de passer en Iran. C'est-à-dire, vous savez, votre enfant est handicapé, vous n'avez pas le choix de décider, il faut avoir enfant quand même. Du coup, il y a moins d'accès, avec ce changement de loi, il y a moins d'accès pour tous les moyens de maternité, tout ça. Bon, ça c'était un exemple. Du coup, on a le troisième groupe, pour finir, j'ai que 2 minutes, donc j'essaie de finir vite fait. Du coup, il y a le troisième groupe qui sont plutôt les féministes de gauche, assez dispersés, mais aussi forts. Ces derniers moments, ils ont quand même organisé pas mal de choses et on a pas mal des prisonniers politiques, bien sûr. Un État qui est super néolibéral, anti-gauche. La majorité des prisonniers politiques, ça fait partie des groupes révolutionnaires, de différentes tendances de gauche. Et il y a beaucoup de féministes aussi. Du coup, ces féministes, ils sont plutôt les petits groupes. Ils travaillent de manière dispersée, mais ils représentent quand même aussi, et surtout dans, par exemple, le mouvement des femmes, les mouvements étudiants aux universités. Du coup, il y a pas mal de féministes de gauche et ils sont en train de changer vraiment avec leur petite action et surtout avec les 2 dernières révoltes qu'on a connues en Iran. Ils sont en train de changer vraiment certaines visions de mouvement général et de mouvement féministe en Iran aussi. Et il y a aussi du coup le premier groupe, il lutte beaucoup contre le voile, le féminisme libéral, c'est la question de l'homme, parce que juste pour vous dire que l'Iran est le seul pays dans le monde où le voile est obligatoire. Il y a l'Arabie Saoudite, mais c'est juste dans 2 villes en Arabie Saoudite, Médine et Mecque. Du coup, l'Iran c'est le seul pays et la lutte pour la sexualité, la liberté de corps. J'espère que je trouverai l'occasion pour en parler aussi. Pourquoi c'est institutionnalisé avec le processus de État-nation dans les pays du Sud qui est différent qu'ici. Du coup, la question de corps, de sexualité, c'est aussi vraiment au centre de revendication des féministes dans ces pays et aussi en Iran. Il y a les questions de nationalisme qui a un clivage interne parmi les féministes en Iran, parce qu'il y a vraiment une tendance très forte de féministes persans qui ne reconnaissent pas la situation particulière des femmes issues d'ethnicités différentes. Par exemple, on a les femmes kurdes, arabes, turques, balouches, de différentes ethnies et différentes religieuses. Du coup, et les féministes persans, chiites, issus de grandes villes urbaines, ils sont majoritaires et bien sûr ils ont beaucoup plus de voix et malheureusement la majorité ils sont nationalistes et ils n'acceptent pas, ils le voient comme une division au sein du mouvement féministe qu'on le voit avec la question de race et de féministes antiracistes, intersectionnels ici en Europe. Vous voyez, c'est à peu près la même chose mais d'un niveau national. Voilà, je pense que c'est fini, c'est ça. Merci. Tu veux prendre? Ouais, alors déjà, merci beaucoup, c'est très inspirant de vous entendre et
J'ai beaucoup d'amis qui attendent mon retour pour que je leur raconte tout ça à mon tour. Alors, moi je ne vais pas vous parler de tout ce qui se passe en France au niveau du féminisme, j'en serais bien incapable. Je vais juste vous parler du collectif des bombes atomiques, donc le collectif féministe et antinucléaire. Et je devrais plutôt dire les collectifs les bombes atomiques, car c'est un collectif qui, au fur et à mesure du temps, s'est régionalisé. Maintenant, il y a des collectifs à Paris, il y a des collectifs dans la région Rhône-Alpes, et puis bien sûr en Meuse, parce que c'est un peu de là que tout est parti, donc la région de Bure, plus exactement. Et chaque collectif, bien sûr, a des outils de coordination locale, va s'inscrire sur sa géographie, sur son territoire. Et les collectifs sont autonomes les uns des autres, même s'il y a des liens, des allers-retours, etc. Mais chaque collectif va déjà agir dans sa géographie localement. Alors nous n'avons pas d'idées, d'outils pour relier les luttes internationales. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour nous, la transmission des histoires est vraiment importante, primordiale. Se nourrir des imaginaires des autres luttes. Et nous en sommes l'exemple, c'est-à-dire que la création de ce collectif n'existe que grâce à une inspiration. Donc il y a eu dans les années 80 des grands mouvements de femmes contre le nucléaire, donc, dans les pays anglo-saxons principalement. Donc, au Royaume-Uni, c'était la crise des euromissiles. Il y a eu d'énormes campements en mixité choisie contre le nucléaire. Et puis aussi aux États-Unis, en réaction à des accidents au niveau des centrales. Il y a eu également, et puis aussi bien sûr la guerre du Vietnam, etc. Enfin, il y a eu d'énormes mouvements de femmes, entre autres contre le Pentagone. Et c'est toute cette redécouverte de cette histoire qui a donné envie à quelques personnes d'ouvrir une perspective féministe dans la lutte antinucléaire. Alors bien sûr, il faut voir toute l'importance du travail d'édition, de raconter les histoires, d'éditer les livres. Enfin, c'est évident que tous les bouquins qui sont sortis il y a quelques années et qui racontent ces histoires nous ont permis de les connaître, car moi je fais partie d'une génération qui ne connaissait pas ces histoires, qui n'en avait juste pas entendu parler, car il y a eu très peu de mouvements de femmes en France. Et toutes ces histoires transfrontalières nous étaient étrangères, ne faisaient pas partie de notre héritage politique. Voilà, nous l'ignorions complètement. Alors bien sûr, se placer dans cette continuité, en tout cas c'est ce qui nous a permis, nous, d'exister, mais c'est impossible de calquer ce qui a déjà été fait. Nos histoires évoluent et puis nos féminismes aussi. Et voilà, c'est ce qui nous a inspirés, c'est ce qui nous a fait naître. Et à partir de là, on a créé quelque chose par rapport à là où nous en sommes, par rapport au féminisme actuel, enfin quelque chose qui nous ressemble. Et poser un geste contre le nucléaire, ça nous a semblé pertinent donc, dans la région de Bure, car c'est là où la filière électronucléaire souhaiterait enterrer les pires déchets de notre modernité. Et que s'opposer à cela, voilà, ça a beaucoup de sens si on souhaite aujourd'hui poser un geste contre le nucléaire. Et c'est aussi un contexte de lutte là-bas qui est toujours très dur, où il y a énormément de répression. Et pour nous, c'était aussi parce qu'on savait que cette lutte était en difficulté en cette période, donc on était vers 2018-2019, c'était une période de grande répression des militants antinucléaires par là-bas. C'était aussi une façon de conjurer les sorts, enfin d'essayer de créer une autre dynamique, enfin de contribuer en proposant une autre perspective. Et puis pour ce qui est des différents modes d'action qu'on a mis en place, etc., on verra ça avec les questions suivantes.